plusieurs atomes d'hydrogène d'un hydrocarbure par le groupement OH. Donc, on prend un atome d'hydrogène et on le remplace par H. Donc, on peut les appeler les ol ou les ic. Donc, l'alcool méthylique, c'est, si vous voulez, le chef de file, c'est le méthanol qui dérive du méthane. L'éthylique, l'éthanol, le butylique, le butanol, le propylique et ainsi de suite. Donc, c'est soit alcool méthylique, soit méthanol. Ça, c'est pour l'introduction. Alors, on va commencer par le plus important. Écoutez, le plus important dans ce cours, c'est de comprendre un petit peu la classification, le plan du cours. Le reste, c'est facile. Donc, on va commencer par le chef de file qui est le méthanol, ou bien appelé alcool éthylique, ou bien esprit de bois. Pourquoi esprit de bois? Parce qu'il peut être synthétisé soit chimiquement, soit par distillation du bois. Alors, on utilise où le méthanol? Il est utilisé comme solvant, il est utilisé dans la fabrication des matières plastiques, il est utilisé dans la fabrication des films photographiques, pour la synthèse organique, comme antigel, et il a même été proposé comme carburant automobile. C'est-à-dire que pendant longtemps, les pays qui ne possèdent pas de pétrole, ils avaient rêvé de remplacer l'essence par du méthanol. Malheureusement, il se trouve que bien qu'il soit pratiquement aussi énergétique, à un prix de revient beaucoup moins cher, il s'était avéré très corrosif pour les pièces de la voiture. Donc, du coup, il a été abandonné. Il rentre dans la composition des boissons diététiques contenant de l'aspartame, signalant que certaines boissons diététiques contenant de l'aspartame comprennent environ 555 mg par litre. Donc, c'est vraiment une véritable source d'empoisonnement au méthanol. À savoir que l'ingestion de 350 millilitres de ce type de produit, c'est-à-dire de produits sucrés à l'aspartame, apporte un apport de 20 milligrammes de méthanol. Alors le métabolisme, si vous voulez, l'empoisonnement va résulter de l'ingestion de solutions d'alcool méthylique. Vous allez voir que c'est pas vraiment l'exposition professionnelle qui prime, mais il y a certaines circonstances, énormément de circonstances que je vous ai mis en rouge parce qu'ils ne font pas partie du cours. C'est juste pour votre culture générale, où vous allez voir que l'exposition au méthanol n'est pas professionnelle, elle est plutôt festive. Pardon. C'est bon. Donc, j'avais dit que très souvent, l'utilisation, elle était beaucoup plus lors de circonstances de consommation d'alcool méthylique plutôt que professionnelle. Elle peut aussi survenir par inhalation de vapeur et plus rarement par une absorption cutanée. Donc, après sa pénétration dans l'organisme, l'alcool méthylique va se distribuer rapidement. Une partie est éliminée, inchangée dans l'air expiré et dans les urines, et on estime que la quantité éliminée inchangée par voie urinaire s'élève à 3 à 10% de la dose administrée. La majeure partie est oxydée en formaldéhyde et en acide formique. La disparition du méthanol dans l'organisme s'effectue avec une durée, plutôt une demi-vie d'environ 3 heures. Si vous voulez, voilà le schéma du métabolisme du méthanol. Au début, il va sous l'action d'une enzyme, l'alcool déshydrogénase, il va donner du formaldéhyde et c'est très important de voir que cette enzyme, l'alcool déshydrogénase, peut être bloquée aussi bien par le méthanol que par l'éthanol. Vous allez voir que dans le traitement de l'intoxication par le méthanol,
on va donner de l'éthanol. Il va occuper les sites du méthanol, ce qui va amoindrir son action. Donc, l'alcool déshydrogénase qui va donner le formaldéhyde. Après, sous l'effet de l'aldéhyde déshydrogénase, ça va donner des formates. Et sous l'effet de la pardon, formyle tétrahydrofolate synthétase, ça va donner de l'eau et du CO2. La toxicité méthanol est réduite par le 4-méthylpyrazole, ici, qui va inhiber cette enzyme qui est l'alcool déshydrogénase. L'oxydation du méthanol s'effectue plus lentement que l'oxydation de l'éthanol. C'est pour ça que vous allez voir qu'en cas d'intoxication au méthanol, on va donner de l'éthanol, c'est-à-dire on va donner à la personne une boisson alcoolisée qui va bloquer cette enzyme plus rapidement que ne le fait le méthanol. Le site principal d'oxydation du méthanol, c'est le foie, mais c'est aussi les bâtonnets et les cônes au niveau de la rétine. L'administration d'éthanol réduit l'oxydation du méthanol. C'est vraiment la base du traitement. Alors, en intoxication aiguë, qu'est-ce qu'on va avoir? Par ingestion de 30 à 100 millilitres, ça va entraîner la mort. Les signes vont apparaître après un temps de latence de quelques heures à quelques jours. Ça va donner des troubles digestifs, nausées, des douleurs épigastriques, vomissements, troubles neuropsychiques, céphalée, vertige, ébriété, asthénie, somnolence, délire, aboutissant au coma et parfois convulsions. Et bien sûr, comme on avait dit qu'il pouvait atteindre l'œil, on a des troubles oculaires à type de mydriase, abolition du réflexe à la lumière, réduction de l'acuité visuelle qui conduit à la cécité. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, là, je vous ai mis en rouge dans quel cas, et c'est extrêmement fréquent, ces intoxications au méthanol apparaissent, il s'agit de trafic d'alcool, tels que le whisky, la vodka, le pastis, qui sont, au lieu de mettre de l'alcool éthylique, ils mettent de l'alcool méthylique. Donc, c'est un trafic de boissons alcoolisées et les intoxications sont extrêmement fréquentes. Chez nous, il y en a eu deux qui sont ont été très bruyantes. Une à Sidi Bel Abbès il y a quelques années et une qui date, je crois, de l'année 2020, je l'ai mis tout à l'heure, qui s'est produite à Tiaret. Donc, certains vins sont fabriqués à partir des fruits ou grains, peuvent contenir du méthanol. En Inde, si vous voulez, en 2011, 162 personnes sont décédées à cause de ce trafic d'alcool. En Libye, en 2013, 827 empoisonnements avec au moins 80 décès. Au Pakistan, en 2016, 24 décès. En Russie, 117 personnes ont été intoxiquées. À Djerba, en Tunisie, 11 hommes sont décédés après avoir consommé de l'alcool vendu dans un entrepôt non autorisé. C'est toujours un trafic de boissons alcoolisées. En 2019, en Inde, 156 cas. En 2020, toujours en Tunisie, 7 décès. Puis en Mexique. Alors en Iran, ça va peut-être vous faire rire, mais ça ne fait pas vraiment rire les Iraniens. C'était 728 personnes sont décédées après l'ingestion de méthanol en pensant à tort qu'ils pouvaient les guérir du nouveau coronavirus. En 2021, en République dominicaine, la Direction générale de l'épidémiologie du ministère dominicain de la Santé publique rapporte 127 décès dus à la consommation d'alcool frelaté. Ah, mais on est à l'Algérie.
Elle est quelque part, je ne l'ai pas mis ici. Bon, j'ai pris le mauvais cours. Après, je vais vous l'envoyer. Mais sachez qu'en Algérie, il y a eu une intoxication en 2016 à, comment on dit, à Belabès et en 2020 ou en 2021, je crois que c'est en 2021, à Tiaret. Et le gros problème avec ces cas-là, c'est quand les médecins venaient et qu'ils disaient il faut leur faire boire de l'alcool, ils disaient haram. Ils ont trafiqué l'alcool à fond, ils ont intoxiqué des gens. Il y a eu, je crois, 7 décès. Et après, quand on leur donne le traitement qui est scientifique, puisque il vient ici, si vous voulez, l'éthanol, ils disent Zahm, le méthanol, il va prendre sa place. Ils vous disent haram, vous ne pouvez pas leur faire boire. Alors que le seul traitement de cette intoxication, c'est faire boire de l'éthanol. D'accord? Alors, l'examen ophtalmique va mettre en évidence un œdème papillaire au stade cicatriciel, une pâleur du disque optique et des troubles hémodynamiques. Des troubles métaboliques tels que l'acidose, l'acétonurie, accumulation d'acide lactique, hypocalémie, possibilité de séquelles graves, cécité. Très souvent, il y a eu des cécités. Je vous ai dit ceux de Belabès et de Tiaret, il y a eu plusieurs cécités. Et puis, l'intoxication peut être mortelle. Par inhalation, elle est rare. On a des troubles locaux à type d'irritation des muqueuses respiratoires de la peau et des yeux, des troubles neurologiques et des troubles de la vision. Alors, en intoxication chronique, il faudrait qu'il y ait la concentration atmosphérique de 500 ppm. Elle va provoquer une vision trouble, vertige, céphalée, nausée, irritation des muqueuses oculaires et respiratoires et de la peau. De telles plaintes ont été rapportées chez les utilisateurs de machines à copier à base de méthanol. Maintenant, vous le savez, la fabrication de briquets et l'utilisation de machines à copier, si elles sont faites dans de mauvaises conditions, peuvent entraîner une intoxication chronique au méthanol. Au début, les troubles, ils ne sont pas symptomatiques, ils ne sont pas pathognomoniques, mais après, c'est vraiment des petits trucs, mais après, ça peut être très, très grave. Des expositions très intenses allant de 1000 à 10 000 mg par mètre cube dans le passé ont entraîné des altérations parfois sévères de l'acuité visuelle. Les examens complémentaires dans ce cas-là ont fait une TDM et une IRM cérébrale qui peuvent mettre en évidence des lésions ischémiques ou hémorragiques des noyaux gris centraux et surtout des putamènes, ainsi que des lésions de l'aire visuel occipital avec une bonne corrélation avec l'évolution et le pronostic fonctionnel visuel. L'examen ophtalmologique doit être complet et on peut faire aussi des électrorétinogrammes et des potentiels évoqués visuels précoces qui peuvent permettre d'évaluer les lésions neuro-ophtalmologiques ainsi que le risque de séquelles. Le traitement, lavage d'estomac en cas d'ingestion, lutter contre l'acidose par l'administration de bicarbonate de soude, ça va de soi, et surtout maintenir l'éthanolémie à une valeur de 1 gramme par litre. Bien sûr, là aussi, il faut être prudent. Il ne faut pas dépasser le 1 gramme par litre, mais une personne intoxiquée au méthanol, il faut lui donner de l'éthanol. Donc, et on peut aussi bloquer l'oxydation du méthanol en administrant le 4-méthylpyrazole qui va bloquer cette enzyme, j'ai oublié, c'est ma déshydrogénase, la première enzyme ici. Voilà, l'alcool déshydrogénase. Donc, on peut traiter de cette façon-là. La prévention, la TLV est de 200 ppm. C'est l'équivalent à peu près de 262 mg par mètre cube. Et puis, le dosage du méthanol dans le sang et dans les urines.
Tout ça, c'était le méthanol. Le deuxième alcool, on va tous les passer en revue, mais bon, je vous dis, ils se ressemblent tous. Donc, à vous d'apprendre ce cours intelligemment. Le deuxième, c'est l'alcool éthylique. Il n'est pas aussi inoffensif que l'alcool méthylique, mais bien sûr consommé avec précaution. L'éthanol est un alcool qui est présent dans les boissons alcoolisées, utilisé dans l'industrie comme solvant ou désinfectant, concentré et hydraté. L'éthanol devient le bioéthanol, bicarburant qu'on mélange à l'essence ou au diesel pour la consommation des moteurs. Donc, il y a certaines utilisations de ce biocarburant puisqu'il est produit à partir de la betterave, du maïs et de la canne à sucre. Je vous dis, c'est le challenge des pays qui n'ont pas de pétrole de faire un carburant aussi bien avec le méthanol qu'avec le biocarburant, c'est-à-dire avec l'éthanol issu de la betterave, du maïs et de la canne à sucre. Une exposition à des concentrations élevées de vapeur peut entraîner une irritation des muqueuses des voies respiratoires supérieures et des yeux, des céphalées, des vertiges, un état d'ébriété et de somnolence. La TLV est de 1000 ppm. Ah, elle est là, la diapo à l'Algérie, hein. Je suis désolée. Celle de la... En Algérie, 6 personnes meurent après avoir consommé de l'alcool frelaté. 6 personnes sont mortes et 5 hospitalisées à Tiaret, dans le sud-ouest de l'Algérie, après avoir consommé de l'alcool. Vous voyez, ça date de novembre 2020. Et puis, 36 000 bouteilles d'alcool frelaté, c'est-à-dire d'alcool mal fait, de la même façon, ont été saisies rien qu'en 2020. Ils proviennent du Maroc. Imaginez un peu toute la catastrophe. Je m'excuse. Après, je vais arranger cette diapo. Donc, après l'alcool méthylique, l'alcool éthylique, on va à l'alcool propylique. Ces alcools sont utilisés comme solvants. L'alcool isopropylique est utilisé comme désinfectant et sert à la production d'acétone. Les solutions alcooliques utilisées à l'hôpital peuvent être une source d'intoxication chez les sujets alcooliques ou psychotiques. L'alcool propylique et isopropylique pénètrent dans l'organisme par toutes les voies. Alors, chez l'homme, l'ingestion provoque les mêmes effets que l'éthanol. Finalement, ils ont tous pratiquement les mêmes effets, c'est-à-dire des troubles d'allergie et une dépression du système nerveux central et des troubles digestifs. Les troubles digestifs sont importants quand il s'agit de l'alcool propylique, nausées, vomissements, douleurs gastriques et de l'hypotension. Ces symptômes surviennent sans période de latence. L'ingestion de 1,5 g par kilo peut être fatale par l'homme. Le principal métabolite de l'isopropanol est l'acétone, dont la concentration urinaire augmente en cas d'exposition. Il a été noté une plus grande prévalence des cancers pulmonaires dans les usines de production d'alcool isopropylique. Après, nous avons l'alcool butylique ou le bétanol, qui est utilisé dans l'industrie comme intermédiaire chimique, mais aussi comme solvant. Il est absorbé par voie respiratoire et par voie cutanée. La majeure partie absorbée est métabolisée dans l'organisme et éliminée par voie urinaire sous forme de CO2 chez l'homme, tout comme le méthanol. Il provoque chez l'homme des symptômes mineurs à type de vertige, céphalée, mais aussi risque de coma, irritation oculaire, nasale et de la gorge, formation de vacuoles dans les couches superficielles de la cornée, accompagnée de photophobie, prurite, de sensations de brûlure et de troubles de la vision, une dermite de contact. C'est pour ça que je vous ai dit, ça donne pratiquement la même chose avec quelques différences près. À vous de lire ce cours intelligemment. Vous avez des dermites partout, vous avez une irritation oculaire partout, avec une dépression du système nerveux central.
Après là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez qu'il y a l'alcool benzylique, amylique, allylique, exylique, c'est-à-dire vous allez monter jusqu'à eptylique et après, on met ensemble les alcools supérieurs, c'est-à-dire de C8 à C12, l'octanol, l'isoacétylalcool et ainsi de suite. Le cyclohexanol, c'est un solvant irritant pour les yeux, le nez et la gorge. Vous voyez que c'est la même chose pour les autres alcools. Après le chloroéthanol, là c'est un autre solvant liquide incolore très toxique à l'origine de plusieurs décès dans l'industrie. C'est pour ça qu'on le cite. Il est utilisé en agriculture pour la germination des pommes de terre. Et puis nous avons le mercaptoéthanol. C'est un liquide qui pourrait être engendré par la stérilisation d'objets en plastique ou en caoutchouc par l'oxyde d'éthylène. Après, vous avez le furfuryl alcool. Son principal métabolite est la furoglycine, furoaglycine. Sa détermination peut servir d'indice d'exposition. Il est dépourvu d'activité mutagène. Donc, si vous voulez, grosso modo, vous avez l'alcool méthylique, l'alcool éthylique qui n'est pas très, très dangereux. Après, vous avez l'alcool propylique avec certaines particularités comment on dit, dans son utilisation. L'alcool butylique qui n'est pas très dangereux. Et puis les autres, vous pouvez les déduire vous-même, benzylique, amylique, allylique, et ainsi de suite. Et quand on va du C8 à C12, ce sont les alcools supérieurs. Voilà, grosso modo, les alcools. Après, nous allons arriver au glycol éther. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, dans le cours, c'est marqué glycol éther. Alors qu'il y a les glycols éthers et les éthers. Donc, moi, j'ai essayé de suivre le titre du cours, directement les glycols éthers. On va définir ce que c'est que les glycols. Ce sont des hydrocarbures aliphatiques qui possèdent une double fonction hydroxyle. Alors, au sens strict, les glycols sont des diols, puisqu'ils ont une double fonction hydroxyle, dans lesquels les deux groupes hydroxyle sont portés par des atomes différents de carbone. Alors, le glycol également est un synonyme le plus simple de ces glycols, c'est l'éthylène glycol. Alors, donc on avait dit ça, c'était une définition, si vous voulez, grosso modo sur les glycols. Mais après, on va le plus simple, on va le détailler un peu. L'éthylène glycol ou éthandiol. C'est un liquide incolore. Il est utilisé comme antigène liquide de refroidissement, solvant et intermédiaire chimique. Il est présent dans les produits domestiques tels que les nettoyants de vitres. Alors, il est peu volatile. Les voies de pénétration, bien sûr, par inhalation avec formation de vapeur ou d'aérosol. Absorption cutanée significative. Il est dangereux par ingestion. La dose létale est de 1,4 ml par kilo. La demi-vie est de 3 à 4 heures. L'élimination inchangée ou sous forme de métabolites divers. L'éthylène glycol ne représente donc pas de danger industriel important. Par contre, il peut être très dangereux par ingestion. Donc, on peut l'avoir sous forme d'accident du travail. Donc, il peut produire une dépression du système nerveux central précédée d'une période d'excitation et éventuellement associée à des convulsions. Il peut donner des manifestations abdominales et une acidose métabolique, parfois une légère hypocalcémie, une hyperosmolarité, un œdème pulmonaire, une atteinte rénale avec oxalurie. Le diagnostic,
c'est le dosage de l'acide oxalique dans les urines ou bien le dosage de l'éthylène glycol dans le sérum. Le traitement de l'intoxication aiguë grave, c'est la diurèse forcée contre l'acidose, lutter contre l'acidose métabolique et contre l'hypocalcémie. Donc ça, c'était pour le glycol, l'éthylène glycol, c'est-à-dire le chef de file. Après, nous avons le diéthylène glycol. Il est utilisé comme solvant, antigel, constituant d'huile de frein, lubrifiant, plastifiant intermédiaire chimique de synthèse, possède une faible volatilité. Il est progressivement oxydé par l'alcool et l'aldéhyde déshydrogénase en 2-hydroxy et oxy. Alors là, acétaldéhyde en HEA. Ingestion accidentelle ou volontaire peut engendrer des manifestations toxiques avec un tableau similaire à celui provoqué par l'éthylène glycol. Le propylène glycol, le homologue supérieur du diéthylène glycol, il est utilisé comme solvant pour médicaments ou additifs alimentaires. C'est un liquide incolore, inodore et miscible à l'eau. Sa toxicité aiguë et chronique est faible. Les toxicités rapportées sont liées à son administration directe par IV en association avec certains benzodiazépines. Donc, dans les glycols, nous avons l'éthylène glycol, le diéthylène glycol et le propylène glycol. Et vous avez le butanediol ou butylène glycol. Là aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Puis nous avons le dioxane qui est un éther. C'est un liquide incolore utilisé comme solvant. L'intoxication professionnelle se fait par inhalation ou par voie percutanée. Il est éliminé dans les urines sous forme d'acide bêta-hydroxyétoxiatique ou du P-dioxane 2-on selon le pH du milieu. Sa toxicité en intoxication aiguë ou subaiguë, irritation oculaire et cutanée, action dégraissante, irritation des voies respiratoires supérieures, parfois eczéma de contact, action générale, céphalée, vertige, somnolence, nausée et vomissement. En intoxication chronique, il ne faut pas confondre avec la dioxine. Hein. La dioxine qui est un produit éliminé par les, comment on dit, hein, donc chaque fois j'oublie, les transformateurs de déchets, comment on les appelle, bon, ceux qui brûlent les déchets hospitaliers, qui libèrent de Les la, incinérateurs, non? les, voilà, les Incinérateurs. incinérateurs qui libèrent beaucoup de dioxine. Donc c'est différent, hein. Là, c'est le dioxane qui est un éther. Mais en tout cas, il est aussi toxique. L'intoxication chronique, il est classé en catégorie 2B par le CIRC. Donc, on avait fait les glycols, maintenant on fait les éthers de glycol. Il résulte de la combinaison d'un glycol et d'une ou de deux molécules d'alcool. Ce sont des liquides volatiles utilisés comme solvant, comme constituant de fluides hydrauliques, comme antigel, antigivre et comme intermédiaire chimique. Alors, on va les classer en deux groupes dont les propriétés sont très proches, mais dont les toxicités sont différentes. On a les éthylènes glycols ou plutôt les dérivés de l'éthylène glycol, on les appelle les éthers de type E, et ceux qui dérivent du propylène glycol qu'on a vu tout à l'heure, ils sont dits les éthers de type P. Donc, selon qu'ils dérivent de l'éthylène glycol ou du propylène glycol, ils sont dits de type E ou de type P. Alors, quelles sont les propriétés physico-chimiques de ces éthers glycols?
Ils ont comme caractéristique principale d'être miscibles à l'eau en toute proportion. Ils sont compatibles avec les alcools, les esters ou les hydrocarbures aromatiques. Ce sont également des cosolvants, huile, eau très intéressants. Ils dissolvent également la plupart des résines. Ce sont des liquides incolores à odeur légèrement éthérée, agréable. Le point d'ébullition, la tension de vapeur et la vitesse d'évaporation dépendent du type de glycol et du radical alkylé. Ces propriétés technologiques remarquables, alliées à une toxicité aiguë faible, expliquent le développement de leur utilisation dans une multitude de produits industriels et domestiques. Les éthers glycols sont représentés dans quatre grands types d'utilisation, dans les peintures, dans les encres et vernis, dans les agents de nettoyage domestiques et industriels, dans les décapants, dégraissants industriels, hospitaliers et ménagers, lave-vitres, produits pour moquettes, liquide vaisselle, décolleurs de papier, pain, décapants de four, décapants de cire, etc. Autant vous dire que nous sommes intoxiqués tout le temps par les éthers glycols. Ce sont des produits à usage métallurgique et mécanique tels que les fluides de coupe et d'usinage dits à queue, lubrifiants, agents de protection, agents de démoulage, etc. Ils sont utilisés en cosmétique, coloration d'oxydation, shampoing, lac, crème défrisante, produits pour le visage et le corps, parfums et désodorisants. Ce sont les mêmes quantités de solvants qui expliquent également certaines utilisations dans les médicaments, de préparation contre l'acné ont ainsi utilisé l'éthylène glycol comme excipient dans les années 80-90. Les éthers de glycol sont également utilisés pour les produits offset, des révélateurs photographiques, des produits phytosanitaires, notamment dans les herbicides, les cols, détachants textiles, etc. La pénétration par voie pulmonaire, elle va augmenter avec l'effort physique. Par voie cutanée, lorsqu'il y a un contact avec le liquide, la pénétration cutanée représente une voie de pénétration majeure pour les éthers glycols, surtout ceux de bas poids moléculaire. La pénétration est d'autant plus importante que le poids moléculaire est faible. La vitesse de pénétration du produit va diminuer quand l'épaisseur de l'épiderme augmente. Les éthers glycols sont distribués rapidement dans les tissus. L'élimination, il n'y a pas d'accumulation dans l'organisme. Sur le long terme, l'urine est la voie majeure d'élimination et représente de l'ordre de 80% de la dose administrée. L'élimination par voie atmosphérique est due principalement au CO2. La toxicité aiguë, plusieurs cas d'ingestion accidentelle ou volontaire ont été décrits. Chez l'adulte, 4 cas d'ingestion de 25 à 60 millilitres ayant entraîné une hospitalisation. Les manifestations cliniques étaient similaires, coma, acidose métabolique, hémoglobinurie, entraînant une anémie. Le traitement de ces intoxications aiguës repose principalement sur l'ingestion d'éthanol qui a toujours pour effet de bloquer la métabolisation en acide. En cas d'acidose réfractaire et d'insuffisance rénale, il faudrait penser à l'hémodialyse. La toxicité chronique, ils ont un effet sur la reproduction, sur le développement fœtal, sur l'appareil génital masculin, l'appareil génital féminin et sur l'hypofertilité des employés. Des effets sur le sang, des effets cancérogènes, des effets sur le système nerveux central et sur les effets rénaux. Voilà pour les glycols et les éthers. Le troisième corps, il s'agit des cétones.
Alors, les cétones sont des molécules organiques répondant à la formule RCOR'. Le nom usuel est souvent formé du nom des groupements fixés au carbonyl dénommés cétones. Ainsi, par exemple, la méthyléthylcétone au mec correspond bien sûr au dérivé du méthyle du méthane CH3. Les cétones vont se distinguer par la chaîne carbonée qui peut être droite, ramifiée ou cyclique, aromatique, saturée ou non. Ça, c'est vraiment un peu pour résumer parce que c'est barbant comme cours. Les cétones ramifiées, surtout les aromatiques et les terpiniques, ont une grande importance dans l'industrie des parfums naturels ou artificiels, d'autant que leur synthèse est aujourd'hui maîtrisée. C'est-à-dire que moi, je me dis que ce cours, il pourrait vous désintéresser maintenant. Mais une fois que vous êtes médecin du travail, quand vous êtes dans une entreprise de parfum, dans une entreprise de liquide pour vitres, dans une entreprise d'antigel, il faudrait que vous pensiez revenir à ce cours pour un peu étudier le métabolisme et d'eux. Parce que là, hormis peut-être une question à l'examen, vous n'allez pas, ça va pas être un cours d'une grande utilité pour le moment. Mais je vous dis, vous reviendrez à ce cours si un jour vous prenez en entreprise qui fabrique des parfums ou des cosmétiques, vous serez obligé de revoir ce cours pour mettre un peu en place votre programme de prévention. Alors, il s'agit de liquides volatiles, odorants et inflammables. Ils peuvent pénétrer dans l'organisme par toutes les voies, mais essentiellement par inhalation de vapeur. Les cétones sont utilisés dans l'industrie chimique, mécanique, l'imprimerie, les produits d'entretien ménager, les matériels pour artistes. Elles sont utilisées dans les solvants, vernis, lacs, matières plastiques, encre, soit artificielles, caoutchouc, et sont employées comme intermédiaires des synthèses organiques. Ces substances sont naturellement présentes dans notre environnement, dans les aliments et apparaissent naturellement dans nos métabolismes. Tout le monde connaît les cétones et l'acétone qui est l'acétone la plus simple, c'est-à-dire la chef de file. Alors, les cétones les plus simples sont moins toxiques que les cétones en C6, c'est-à-dire plus on augmente dans le C, plus ça devient dangereux. La toxicité, plutôt le contraire, s'atténue à nouveau avec longueur de la chaîne. De C3 à C6, elle devient plus dangereuse, mais elle va s'atténuer avec la longueur de la chaîne. Les chaînes saturées sont moins dangereuses que les insaturées. Les chaînes non substituées sont moins dangereuses que les substituées par des halogènes ou des peroxydes. En plus des expositions professionnelles, il faut parfois évoquer dans les services d'urgence le sniffing, notamment de l'acétone présent dans les dissolvants pour vernis à ongles. Trois molécules constituent l'essentiel des quantités consommées d'acétone, la méthyléthylcétone et la cyclohexanone. On les retrouve pour un quart environ dans l'industrie des supports en couche, mais en couche mince, encre, lac, vernis, peinture, pour le reste comme réactif ou comme intermédiaire des synthèses organiques. Alors, l'absorption se fait par toutes les voies, mais au milieu du travail, la voie pulmonaire domine. Ainsi, pour l'acétone, on estime que 75% de la quantité inhalée sont retenues, mais un cinquième au moins est exhalé inchangé. Pénétration possible par projection oculaire et par contact cutané. En intoxication aiguë, ces cétones vont donner une irritation des muqueuses oculaires et pharyngées qui peut survenir aux alentours de la valeur limite moyenne d'exposition pour 8 heures de travail.
Les solvants volatiles induisent des céphalées précoces, des troubles digestifs banals, un type de nausée et de vomissement. À un degré de plus surviennent des troubles de la vigilance, puis tous les stades de la narcose, laquelle peuvent s'aggraver de convulsions. En cas de prise orale, une vive irritation des muqueuses digestives va se surajouter. Il faut alors éviter tout risque de pneumopathie d'inhalation, contre-indiquer les vomissements provoqués pour protéger les voies respiratoires en cas de trouble de la vigilance. En cas de projection oculaire, un lavage à l'eau durant au moins 10 minutes va procurer un soulagement. L'avis d'un ophtalmologiste s'impose si la gêne ne cède pas après un bref délai. En cas de contact cutané, lavage précoce de toutes les zones atteintes doit pratiquer pendant au moins 10 minutes. L'hospitalisation s'impose dans deux cas, si le contact a été large ou prolongé, si les cétones incriminés pénètrent par voie cutanée et donnent avec retard des signes généraux. C'est le cas pour l'acétone en contact étendu. En intoxication chronique, contact cutané, le contact provoque une dermite d'irritation qui fait le lit d'une sensibilisation. Réactions allergiques sont parfois dues à des produits de dégradation et de déstabilisant des additifs, troubles des fonctions respiratoires, neuropathie périphérique, altération des vitesses de conduction nerveuse, des effets sur la production et aussi des effets cancérogènes, surtout dans les procédés offset d'imprimerie. Après, nous avons en quatrième les aldéhydes et les phénols. Alors, les aldéhydes sont des molécules organiques que vous connaissez beaucoup plus que les autres parce qu'on les rencontre à l'hôpital. Qui est-ce qui ne connaît pas le formaldéhyde? Qui répondent à la formule RCHO, production de résine, phénol, formaldéhyde, mélamine, formaldéhyde, urée, formaldéhyde. Comme intermédiaire dans la synthèse de nombreux corps chimiques, comme solvant et dans l'industrie textile, du papier, du caoutchouc, des parfums et des cosmétiques. Alors, les aldéhydes donnent une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses et de l'arbre respiratoire, une allergie cutanée en milieu hospitalier par l'utilisation des préparations antiseptiques aldéhydées, allergie respiratoire à type de rhinite et d'asthme décrite chez les infirmières utilisant une solution de glutaraldéhyde pour la stérilisation. Alors là, quand vous allez à l'hôpital, on a l'impression ce glutaraldéhyde, il est partout, même si ça ne, dans tous les produits de nettoyage des hôpitaux, comment il s'appelle la marque Agnos, si vous lisez bien l'étiquette et la fiche technique, vous avez du glutaraldéhyde partout, pratiquement dans tous les produits de stérilisation. Et il est très, très fréquent, surtout dans les services de néphro, là où on doit vraiment stériliser des machines et tout ça. Vous allez trouver le glutaraldéhyde partout. Anesthésie aussi, hydrate, le chlorate et le paraldéhyde. Alors, quelques représentants, les aldéhydes aliphatiques saturés, formaldéhyde, acétaldéhyde. L'action toxique diminue avec l'augmentation de la longueur de la chaîne aliphatique. On a les aldéhydes halogénés. La présence d'un halogène augmente les propriétés irritantes, telles que le chloroacétaldéhyde, qui est un mutagène et un cancérogène potentiel. Et puis les aldéhydes aliphatiques non saturés, ils sont plus irritants que les aldéhydes saturés. Les dialdéhydes aliphatiques, le glyoxal puissant sensibilisant cutané et mutagène. On a le glutaraldéhyde et le succinaldéhyde irritent la peau et les muqueuses, entraînant de la toux, de la dyspnée et des céphalées.
Le glutardéhyde est mutagène, il engendre des eczémas de contact, rhinite, épistaxis, asthme professionnel. Je pense qu'il y est même dans le tableau numéro 64 des eczémas. Normalement, vous avez la réparation des eczémas dus au glutardéhyde. Les aldéhydes aromatiques et hétérocycliques utilisés dans l'industrie des parfums, exemple le benzaldéhyde C6H5CHO, le furfural, qui est un liquide irritant peu volatile, capable de produire une dermite, une irritation oculaire et une allergie cutanée. Et puis, nous allons terminer avec les phénols, c'est un corps à part. C'est un solide blanchâtre hydrosoluble. Il est obtenu par distillation de la houille d'odeur âcre, important intermédiaire de synthèse, pesticides, explosifs, produits pharmaceutiques, matières plastiques et colorants. Il est utilisé dans certains désinfectants. Il pénètre rapidement dans l'organisme par toutes les voies. Les intoxications industrielles résultent de contacts cutanés et d'exposition aux vapeurs, lesquelles pénètrent dans l'organisme non seulement par voie pulmonaire, mais également à travers la peau intacte. Dans l'organisme, le phénol est en partie sulfo- et glucoroconjugué. L'intestin serait un site plus important d'inactivation. L'hydroxylation du phénol avec production d'hydroquinone et de catéchol constitue une voie métabolique mineure. Le phénol est rapidement éliminé par les reins sous forme libre et conjuguée. Les manifestations toxiques sont dues au phénol libre. L'intoxication aiguë, l'ingestion accidentelle ou volontaire, l'absorption cutanée massive peuvent entraîner une action caustique locale, brûlure de la gorge et de l'œsophage en cas d'ingestion et brûlure cutanée, une dépression du système nerveux central, des nausées, vomissements, une arythmie, un collapsus rapide, des convulsions, une anurie, une insuffisance rénale. La mort peut survenir par défaillance respiratoire. En intoxication chronique, l'exposition professionnelle peut résulter de l'inhalation de vapeur et de contact cutané avec les vapeurs ou la forme liquide. Diverses manifestations toxiques ont été rapportées, mais les relations dose-effet chez l'homme sont inconnues. Troubles digestifs, vomissements, douleurs œsophagiennes, diarrhée, anorexie, troubles respiratoires, laryngite, bronchite, troubles nerveux, céphalée, vertige, perte des capacités intellectuelles, atteinte rénale et hépatique, atteinte cutanée, érythème, eczéma, nécrose, atteinte oculaire, conjonctivite et kératite, ochronose, coloration verdâtre des cartilages. Dans l'industrie, les mesures de contrôle veilleront à réduire l'inhalation de vapeur. Il est logique, bien sûr, d'écarter les sujets souffrant d'atteinte hépatique et rénale du contact avec le phénol. Le dosage du phénol présent dans les urines éliminé à la fin de la journée de travail permet d'estimer de manière satisfaisante le degré d'exposition. En cas de contamination cutanée, on recommande d'enlever rapidement les vêtements contaminés, de nettoyer la peau contaminée avec des tampons imprégnés de glycérol et de polyéthylène glycol. Les expériences animales suggèrent que le simple lavage à l'eau est inefficace. Excusez-moi parce que je n'ai pas pris le bon cours, parce que j'ai le tableau de réparation. Attendez, hein. Je vais le rajouter parce que là, c'est un truc.